Bien, bonjour à tous. Donc on passe à la session sur la médecine personnalisée. Comme Céline le disait, l'objectif, c'est évidemment pas de revenir en détail sur un objet qui, depuis quelques années, enfin depuis 2 3 ans en France, a pris a eu un certain succès et a donné lieu à tout un ensemble de colloques et de conférences, mais plutôt juste de soulever quelques éléments, puisqu'évidemment, si on organise quelque chose sur la personne en médecine, la question de la médecine personnalisée semble s'imposer d'une manière ou d'une autre. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce que peut être la personne dans la médecine personnalisée, puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce point. Alors je vais juste en 2 secondes présenter le thème général, qu'est-ce que c'est que la médecine personnalisée, puis ensuite présenter les intervenants qui ont bien voulu se joindre à nous, en les remerciant déjà énormément tous autant qu'ils sont, puisque on les a sollicités un peu au dernier moment du fait du fonctionnement même de l'appel d'offres. La médecine personnalisée, ça semble être quelque chose qui est la pointe de la nouvelle technologie, mais en même temps, on y trouve des échos avec ce que Maïk vient de dire. Le cas qui a beaucoup marqué les esprits dernièrement par rapport à ça, c'est le cas Angelina Jolie, dont vous avez évidemment entendu parler, qui présente cette caractéristique de porter une lésion fonctionnelle invisible, précisément, et encore non réalisée. Puisqu'on lui avait identifié une mutation à haut risque de cancer du sein à travers une analyse génomique et qu'elle a préféré, comme vous le savez, faire l'ablation, opérer l'ablation de ses seins. Alors c'est un cas qui est spectaculaire, mais qui, à mon avis, il ne faut pas négliger les cas spectaculaires dans le cas des innovations thérapeutiques. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la médecine, l'exemple de l'inoculation en est un. Vous avez tout un ensemble de cas spectaculaires, notamment de nobles, qui ont joué un rôle important dans la popularisation ensuite de la pratique de l'inoculation. Et au fond, on pourrait dire qu'Angelina Jolie, c'est la nouvelle noble de nos jours. En tout cas, ça renvoie à une réalité plus générale et polymorphe, qui est celle de ce développement toujours annoncé de la médecine personnalisée, qui est elle-même une réalité très polymorphe. Je pense qu'on le verra peut-être un petit peu, puisqu'elle recouvre des choses assez diverses. Elle est rendue possible à la fois par le développement de ce qu'on appelle la médecine génomique et surtout par la baisse drastique des coûts des analyses tout génome qui permettent d'analyser l'ensemble du génome. On verra ça. Elle est rendue possible par ailleurs par le développement, et ça François Ewald en parlera, de tout ce qu'on appelle les techniques de big data ou de data mining qui permettent de lancer d'essayer d'établir des corrélations sans chercher a priori quelque chose, mais en lançant des grands programmes informatiques pour établir des corrélations entre un certain nombre d'événements. Par ailleurs, par les progrès de ce qu'on appelle la pharmacogénomique et l'idée selon laquelle on peut essayer d'ajuster les traitements thérapeutiques à des variants génomiques particuliers. Et enfin, et c'est un point sur lequel peut-être il faudra revenir un peu à la fin, elle est aussi liée très fortement à l'évolution des politiques publiques de recherche et de santé, notamment aux États-Unis, avec ce qu'on a appelé le paradigme de l'inclusion. C'est Epstein qui parle de ça, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut intégrer systématiquement dans les protocoles de recherche et de soins la prise en compte des différences notamment dans les réactions au traitement, dans les évolutions des soins, différences qui pourraient être tout un ensemble de différences, mais qui sont surtout les différences génétiques, par exemple liées à telle ou telle race, au sexe et à différentes autres choses. En tout cas, donc, cette idée selon laquelle il faut développer une médecine ajustée aux variations génomiques, tant au niveau de la prévention que de la thérapeutique, et aux interactions entre variations génomiques et environnement, puisqu'il y a une conception dynamique assez forte, par ailleurs, dans cette médecine-là. Elle soulève tout un ensemble d'enjeux qui sont des enjeux économiques et sociaux, en termes de solidarité, en termes de propriété aussi, de brevetabilité des gènes.
Des enjeux éthiques, le cas Angelina Jolie en est un exemple évidemment très clair, et des enjeux épistémologiques liés notamment à cette question des big data. Donc l'idée, c'est de faire un tout petit peu le point sur ces enjeux-là avec nos différents intervenants. Et on commence par Maurice Cassier, qui est directeur de recherche au CNRS, au CERMES 3, qui a travaillé et qui travaille en particulier sur la question des brevets sur le vivant et les tensions entre propriété exclusive et bien commun. Il s'est beaucoup intéressé au champ de la pharmacologie et aux innovations thérapeutiques, et il avait été sollicité à l'époque par l'Assemblée nationale, si mes souvenirs sont bons, pour cette question-là et ce volet-là par rapport à la médecine personnalisée. Il travaille notamment sur la brevetabilité des gènes, qui est un des enjeux par rapport à ces problèmes. On passera ensuite à François Ewald, qui est l'ancien assistant de Michel Foucault au Collège de France et qui a été chercheur au CNRS avant de devenir professeur au CNAM et directeur de l'École nationale des assurances. Aujourd'hui, plutôt à la retraite, mais s'engageant dans un travail peut-être sur les big data auprès du Collège d'études mondiales. C'est un spécialiste très important de la question du risque, de l'État-providence, des assurances. Il a publié une somme magistrale sur la question qui s'appelle l'État-providence, il y a déjà quelques temps. Il a ensuite travaillé sur le principe de précaution et publié un que sais-je sur la question. Et aujourd'hui, il s'intéresse beaucoup à la question des big data, sujet hautement important actuellement, et la manière dont elle modifie radicalement l'épistémologie de la prédiction et la gestion des risques. Et dans ce cadre-là, il a fait plusieurs travaux où il parlait un peu de la médecine prédictive personnalisée à l'intérieur de ce changement épistémologique et politique, et c'est pour ça que je souhaitais le solliciter. On entendra ensuite Philippe Buzzword, que je présenterai ensuite. Donc, Monsieur Cassier, je vous cède la parole. Merci. Bon, je vais tout d'abord préciser à partir de quoi je vais essayer de parler de la médecine personnalisée. C'est effectivement à partir de travaux sur la génétique du cancer que j'ai conduit, donc j'ai suivi l'émergence d'un marché et de technologies de diagnostic génétique depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, donc, c'est inclus dans la médecine personnalisée. Donc, c'est une médecine personnalisée à base de génétique et de génomique. Et d'ailleurs, avec des collègues à l'Institut Curie, on organise une série de séminaires sur la médecine génomique personnalisée. Cette médecine génomique personnalisée, donc, c'est à la fois du diagnostic génétique pour identifier des prédispositions ou mieux des susceptibilités à des maladies. Et c'est également une médecine de précision, c'est-à-dire l'utilisation des diagnostics pour identifier des variations génétiques, pour guider, orienter l'administration de médicaments pour des personnes malades. Donc ça correspond à des pratiques médicales qui sont déjà installées. Il y a du conseil génétique dans les hôpitaux. Alors, je parlerai particulièrement du cancer, parce que j'ai étudié ce cas-là. Et pour ce qui concerne les thérapies ciblées guidées par les tests génétiques, c'est particulièrement avancé dans le domaine du cancer, beaucoup plus avancé que pour d'autres pathologies. Donc, il y a bien des pratiques médicales. Et en même temps, c'est un projet d'innovation industrielle et aussi économique, un projet d'innovation. C'est une promesse médicale et une promesse économique. Et le mot promesse est important puisqu'on a inventé le purgatoire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a inventé aussi le marché de l'intérêt depuis longtemps. Et quand il y a une promesse, donc on peut mobiliser du capital, faire des investissements. Et dans ces cas-là, la propriété intellectuelle, c'est un outil
pour attirer les investissements, mobiliser du capital et développer ces projets d'innovation. Donc je vais parler de la propriété intellectuelle et de la médecine. C'est un peu curieux. En fait, la médecine dite personnalisée, donc au sens du diagnostic génétique et au sens des thérapies ciblées guidées par le diagnostic génétique, c'est une médecine en fait où il y a beaucoup de propriété intellectuelle. Donc elle est en quelque sorte saturée de propriété intellectuelle avec différents types de protection. Donc ce qui est tout à fait important, c'est les marqueurs biologiques, les gènes, mais aussi bien d'autres produits d'expression des gènes, bien d'autres variations génétiques. Ce sont également des méthodes, des procédés, des outils d'évaluation, voire des outils de corrélation entre des variations génétiques et des pathologies. Ce sont également des machines. Aujourd'hui, les machines pour faire du séquençage à haut débit, ce sont des plateformes. C'est des brevets, mais pas seulement des brevets, ce sont des savoir-faire privés, privatifs, qui sont hébergés dans les firmes, et c'est également le secret qui peut être appliqué sur des bases de données de variations génétiques, et sur lequel je reviendrai. Donc, c'est une promesse, et un des moyens de faire tenir la promesse et de la construire, c'est la propriété intellectuelle, et notamment les brevets. Voilà pourquoi les brevets sont aussi importants. Les brevets, c'est pas seulement... Alors, c'est un outil, le brevet, pour contrôler l'exploitation d'une invention, et donc pour organiser et contrôler un marché, mais ici, c'est aussi, en amont même, c'est pour créer le projet, c'est pour créer le capital. Et les conseils en propriété industrielle, dans le domaine des biotechnologies, ce sont eux qui font ou qui participent à l'introduction des sociétés sur les marchés financiers spécialisés. Donc la propriété intellectuelle est tout à fait importante dans ce champ. Alors, promesse médicale, projet d'innovation structuré par la propriété, avec de nombreux outils d'appropriation, et en même temps, de très fortes disputes sur la propriété. Et ces disputes, avec des procès, des confrontations, des controverses, ce qui est important, c'est les médecins et les patients jouent un rôle important dans ces disputes. Donc, la propriété intellectuelle, en quelque sorte, envahit le champ médical, mais la propriété intellectuelle est aussi interrogée fortement, voire envahie par les préoccupations des médecins et des patients. Donc il y a une sorte d'échange où la propriété intellectuelle ne sort pas indemne, c'est-à-dire elle est interrogée dans ses fondements même par les principes des médecins, y compris les principes de pratique médicale, notamment d'accès aux soins, de circulation des techniques et des savoirs. Les médecins sont très réticents à être empêchés de pouvoir disposer de savoirs qui circulent dans la communauté. Et quand ils sont empêchés par des outils de propriété intellectuelle, eh bien, ils s'y opposent, ils le font savoir. Et les patients peuvent être aussi intéressés à manifester contre la propriété intellectuelle qui peut contrarier leur accès à des soins ou des médicaments. Alors, on sait, vous savez que ces questions sont posées particulièrement à propos des médicaments dans le champ du sida, dans les pays du Sud, mais dans les pays du Nord aussi, et ce qu'on va voir, c'est aussi posé. Et ça a été posé au début des années 2000 en Europe, en France ici d'ailleurs, c'est parti de l'Institut Curie, puisque ce sont des généticiens à l'Institut Curie qui se sont révoltés, rebellés, selon le mot de la revue Science, qui parlait de rébellion des généticiens européens contre des brevets sur des gènes, justement, de prédisposition au cancer du sein. Et ils se sont rebellés, tout simplement, parce que la compagnie qui possédait ces brevets voulait monopoliser la réalisation des tests génétiques dans son usine qui avait été construite aux États-Unis. Donc, elle avait mobilisé des capitaux et elle voulait
le retour de ces investissements en concentrant, monopolisant toute la production et la réalisation des tests, d'où son agressivité sur le plan de la propriété intellectuelle pour faire fonctionner son modèle économique. Et les généticiens, les cancérologues en France de l'Institut Curie, de l'Institut Gustave Roussy et plus largement en Europe, ont construit un mouvement qui est une sorte de mouvement social, politique, de protestation. Ils ont demandé l'invalidation des brevets. Donc il y a eu beaucoup de débats publics. Ils ont appris d'ailleurs la propriété intellectuelle. Ils ont appris le droit de la propriété intellectuelle, les médecins. Au départ, ils ne connaissaient pas beaucoup de choses sur les brevets. Mais après quelques années d'épreuves, eh bien, ils ont acquis une expertise sur les questions de propriété intellectuelle. Et ils sont parvenus, au milieu des années 2000, disons, à obtenir l'invalidation de ces brevets, en tout cas en Europe, si bien qu'ils ont pu maintenir leur offre de tests dans un cadre clinique et public et empêcher en fait la monopolisation de cette offre de tests par une compagnie privée. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, puisqu'on parlait d'Angelina Jolie, c'est que la confrontation a eu lieu aussi aux États-Unis, plus récemment. Donc on est passé de l'Europe aux États-Unis, et avec des conséquences tout à fait importantes pour le champ en général de la médecine dite personnalisée ou de la médecine génomique. Et aux États-Unis, à la fin des années 2000, on a eu aussi toutes les grandes associations médicales, dont l'American Medical Association, qui pèse d'un poids considérable aux États-Unis, toutes ces associations médicales se sont alliées également à des associations de patientes dans le champ du cancer, qui sont très actives, beaucoup plus actives que nos associations en France et en Europe. Et ces associations, à la fois de médecins et de patients, ont fait un procès, donc toujours sur ces brevets, et elles ont été rejointes, ces associations ont été rejointes par des firmes également de biotechnologie, par certains industriels qui eux aussi voulaient se débarrasser des brevets de gènes pour développer une nouvelle génération de tests génétiques où les brevets sur des marqueurs génétiques particuliers étaient plus des barrières que des incitations. Et également, une société d'assurance s'est opposée à ces brevets, tout simplement parce que la société d'assurance trouvait que le prix des tests génétiques brevetés était trop élevé pour ses budgets. Donc les industriels contre les brevets de gènes. Et cette histoire a connu, a été soldée en quelque sorte, pour le moment en tout cas, à la Cour suprême des États-Unis en juin de l'année dernière, puisque la Cour suprême des États-Unis a décidé de suivre les revendications des médecins et des patients et d'invalider des brevets sur des gènes dès lors qu'ils étaient simplement isolés de leur environnement naturel et non pas modifiés en laboratoire. Et le souci, et c'est là où l'impact est potentiellement important, en tout cas aux États-Unis, pour le moment, en Europe on va voir, c'est que la Cour suprême avait un raisonnement juridique sur les brevets, mais également économique. Le souci de la Cour suprême, c'était de libérer le champ de l'innovation médicale par des brevets qui lui semblaient trop étendus et qui constituaient des barrières. Finalement, trop de brevets tuent l'innovation. Donc, ça a potentiellement des effets. Alors, l'impact immédiat, dans le champ du diagnostic du cancer, quand les brevets ou les revendications en question ont été invalidées, plusieurs compagnies de diagnostic se sont engagées et ont fait baisser les prix. Et puis, donc, ça gagne également d'autres champs que le cancer, puisque à l'automne dernier, un brevet important sur une méthode de séquençage. Alors là, ce sont des nouveaux tests qui testent l'ADN fœtal pour également identifier des variations génétiques potentiellement délétères ou gênantes. Donc un brevet a été invalidé en Californie. Et ce qu'on observe, et quand on discute avec les conseils en propriété industrielle, aux États-Unis, depuis 2 ans,
les conditions de brevetabilité en fait, de tous ces outils diagnostiques, aussi bien les méthodes de test que les marqueurs biologiques sont devenus beaucoup plus difficiles qu'ils ne l'étaient. Et si bien qu'il existe aujourd'hui une asymétrie entre les États-Unis et l'Europe. La médecine personnalisée, donc, ce sont aussi des innovations jointes maintenant, des innovations donc, entre un test génétique et une molécule, un médicament. Et la FDA, depuis quelques années, enregistre désormais des produits joints. Donc c'est des innovations jointes. Et l'Agence européenne du médicament va également le faire. Ces produits joints, donc l'idée c'est de parvenir à une meilleure efficacité thérapeutique, c'est-à-dire donner le bon médicament au bon malade ou au bon groupe de malades qui a la variation génétique donc, qui est exprimée et qui va faire en sorte que le médicament va être efficace, va répondre. Donc c'est un marché considérable. Ça a des implications considérables sur l'innovation pharmaceutique qui, bon, vous le savez, donc, connaît quelques difficultés. Il y a des crises de productivité de l'innovation. Ces produits joints, c'est une manière éventuellement de recycler des molécules ou de récupérer de nouveaux marchés ou de nouvelles indications avec le test génétique. Et si bien, par exemple, aujourd'hui, Roche, dans le domaine du cancer, les 4/5 des nouvelles molécules de Roche qui sortent le sont avec des tests diagnostiques associés. Comme Roche a à la fois une branche diagnostique et une branche thérapeutique, donc ils intègrent tout ça, et ça renforce leur innovation. Et évidemment, ces produits joints relancent aussi l'intérêt du marché des tests diagnostiques. Par exemple, la compagnie qui vend les tests sur le cancer du sein a passé des contrats, des accords avec des sociétés pharmaceutiques pour, alors dans le domaine du cancer du côlon, pour vendre ces tests liés à la vente de la molécule. Alors, il existe là aussi une question de monopolisation, puisque le point, c'est de savoir si le produit joint l'est sous une forme exclusive, c'est-à-dire est-ce qu'on a un seul test pour une molécule, et dans ces cas-là, évidemment, donc, on a un monopole donc, au carré, ou est-ce qu'on a une situation de non-exclusivité dans laquelle on a plusieurs tests pour une même molécule. Alors, on peut faire le monopole à la fois sur la base de brevets. Alors ça peut être assez gênant si une firme, par exemple comme Roche, avait une molécule anti-cancer et en même temps la propriété du seul test, puisque là, elle est en situation de monopole absolu. En fait, les laboratoires pharmaceutiques ont aussi intérêt à ne pas dépendre d'une seule compagnie, donc à favoriser des situations éventuellement de non-exclusivité, mais on a cette question de régulation de la propriété qui se pose lors des négociations entre firmes de diagnostic et laboratoires pharmaceutiques. Et là, on a un nouveau système d'innovation en fait, qui se développe. Alors en France, pour réaliser ces tests qu'on appelle des tests compagnons, la France a un modèle particulier qui est un modèle public, qui est celui de l'Institut national du cancer. Donc en 2012, les chiffres, 62 500 patients, donc quand je parlais de pratique médicale, c'est quand même installé dans la pratique médicale, même si tous les patients, c'est environ 10% des patients cancéreux qui bénéficient de ce type de test. Mais c'est quand même important. Et l'économie, là, c'est une économie en fait d'accessibilité publique, gratuite de ces tests. Alors, l'Institut national du cancer est en train de développer de nouvelles générations de tests avec l'idée de séquencer et d'étudier et d'identifier de nombreux gènes, de nombreux marqueurs. Évidemment, il se pose des questions de propriété intellectuelle. Dans quelle mesure l'Institut national du cancer devra racheter certains droits, d'autant qu'on peut noter que les instituts de recherche français ou les instituts du cancer français brevettent eux aussi des gènes et des variations génétiques et les licencient de manière exclusive parfois à des compagnies, les mêmes parfois qui cherchent à monopoliser les marchés des tests.
Donc on a des incertitudes, en tout cas, sur les équilibres qui vont être trouvés. Alors, autre point, puisqu'on parle de médecine personnalisée, c'est la question des thérapies ciblées. Je voudrais attirer votre attention sur l'évolution aussi du modèle d'innovation pour ces thérapies ciblées et les questions aussi de prix et d'accessibilité de ces nouvelles thérapies. Les thérapies ciblées, cela veut dire donc qu'on va stratifier les populations de patients pour essayer de trouver donc une molécule qui est efficace pour cette strate de patients. Et quand on regarde les évaluations qui ont été faites, parfois les populations de patients, les concernés par telle ou telle molécule ciblée, peuvent être très étroites. Par définition, on va vers une réduction de la taille des marchés. Si on va vers une réduction de la taille des marchés, potentiellement, ça peut poser des questions pour la rentabilité des investissements de recherche. Même si, pour certaines molécules ciblées, on peut multiplier les indications, ceci dit, on risque d'avoir quand même des réductions de la taille des marchés. Si on a de la réduction de la taille des marchés, on peut certes avoir des gains sur la productivité de l'innovation thérapeutique, puisque si on a un marqueur biologique, on va pouvoir mieux conduire les essais et les projets de recherche de manière à arrêter plus vite, parce qu'on saura plus vite si ça répond ou ça ne répond pas. Mais il y a un problème majeur qui est quand même celui de l'équilibre économique de ces innovations, de ces investissements de recherche pour des marchés en forte réduction. Et certains analystes qui observent les rentabilités des firmes pharmaceutiques on lit parfois l'émergence de ces thérapies ciblées avec des problèmes de rentabilité. Et si on a un problème de rentabilité de ces investissements, évidemment, la manière de le compenser, c'est d'élever le prix. Et les prix de ces thérapies ciblées sont considérables dans le champ du cancer, ou peuvent être vraiment considérables. Et ça, je parlais de réaction des médecins, là c'est sur les prix et sur l'accessibilité. Donc, dans le domaine de la leucémie, en juillet 2013, on a eu un appel d'une centaine de médecins, de cancérologues, qui tiraient la sonnette d'alarme sur l'évolution du prix de ces nouvelles thérapies. Dans le rapport qui a été remis pour le plan cancer en France, Jean-Paul Vernant a aussi tiré la sonnette d'alarme en disant peut-être que pour fixer les prix maintenant de ces thérapies, il faudrait tenir compte de la balance qu'il y a entre la part de dépenses publiques et de dépenses privées dans le projet d'innovation. Il a également parlé d'une adaptation éventuelle de la durée de vie des brevets. Sans en dire plus, alors on pourrait penser, ça veut dire quoi, adaptation de la durée de vie des brevets? Ça pourrait dire, on va raccourcir la durée de vie des brevets et on fait des génériques plus tôt, si on veut faire des économies. Ou on peut négocier un allongement de la durée de vie contre des réductions de prix. On ne sait pas, mais en tout cas, la question est considérable, puisque les cancérologues, aujourd'hui, sont alarmés par le prix des molécules qu'ils ont à administrer aux patients, qui peut représenter facilement toute la masse salariale de leur service, facilement. Alors, donc, autre question sur la propriété, donc question sur le modèle d'innovation, sur les prix, l'accessibilité. Question également avec le séquençage à haut débit, le séquençage du génome complet, on a donc d'énormes masses de données qui sont collectées. Un des soucis, ces données, en fait, il faut leur donner une interprétation médicale. Parce que quand on a des variations, ce qui est tout à fait important pour le généticien, c'est savoir si la variation qu'il a identifiée a des effets délétères ou pas. Pour le savoir, bien, il faut se mettre à un grand nombre de chercheurs et de laboratoires et, autant que possible, pouvoir accéder aux variations génétiques qui ont été identifiées par tous les collègues ou tous les laboratoires de par le monde. Et par exemple, dans le domaine du cancer, mais pas seulement, on a la mise en place de consortiums internationaux qui adoptent d'ailleurs des politiques de protection de l'ouverture de leur base de données,
pour pouvoir échanger et pour pouvoir avoir des gains dans l'interprétation. Et ces données, ces systèmes ouverts s'opposent évidemment aux bases de données secrètes dont je parlais. Par exemple, dans le domaine du cancer du sein, la compagnie qui détient le monopole aux États-Unis, depuis 2004, a maintenu le secret sur sa base de données de variation génétique. Et c'est très gênant pour les collègues, parce que quand on a des dizaines de milliers de résultats, évidemment, ça renforce la capacité d'interprétation de la nouvelle variation qui arrive. Ça permet de dire peut-être beaucoup plus facilement elle est délétère ou elle ne l'est pas. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur à la fois la construction de systèmes d'échange de données ou de bases de données ouvertes, du point de vue médical, du point de vue de l'interprétation de ces variations génétiques, parce qu'on a beaucoup de données qui vont être produites par les séquençages du génome complet, mais encore faut-il leur donner une interprétation médicale pour que ça ait une utilité clinique. Et dernier point, eh bien, donc, ces questions de politique, de propriété intellectuelle qui paraissent très loin de la médecine, finalement, on voit qu'ils se posent et ils vont se poser de manière aiguë, par exemple dans le champ du cancer, pour les tests génétiques, mais aussi pour les médicaments. Et donc, il y a les experts, les cancérologues dont je parlais tout à l'heure pour la leucémie, ils ont l'idée d'une sorte, si vous voulez, de débat public, de débat, de concertation entre toutes les parties prenantes pour essayer de trouver des solutions pour ménager l'innovation et l'accessibilité, la propriété et l'accessibilité. Et ils en appellent donc à des consultations, donc en fait à une politisation, je dirais, de la question de la propriété sur les innovations médicales que moi j'ai observé donc, par exemple au Brésil depuis une vingtaine d'années. Mais là, on va avoir des questions qui vont se poser, par exemple, à nos systèmes de sécurité sociale avec la montée des prix de ces thérapies. Et dans la consultation, donc, on a les agences du médicament, les associations de patients, les hôpitaux, les compagnies d'assurance, les experts en brevets, pour imaginer et réfléchir à ces nouvelles solutions pour arriver à des prix soutenables pour les patients et pour les systèmes de santé. Voilà, j'ai terminé. Bien, merci beaucoup.